Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Derniers de la classe, le podcast qui t'envoie en rattrapage. Je suis une fois de plus accompagné de l'incroyable, du spectaculaire, mon comparse. Le plus beau. Merci. Comment ça va, William West? Ça va, et toi, Toki? J'ai la méga forme. On se fait l'opposé du dernier épisode aujourd'hui. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, pas tout à fait d'ailleurs. C'est vrai. C'est pas tout à fait l'opposé du dernier épisode, parce que le dernier épisode, on avait un dernier de la classe assez flamboyant quand même, en 13 épisodes. Pour reprendre tes termes, si on regarde les statistiques, c'est compliqué. Putain, là, on s'en fait 2 d'un coup, là. Ouais. Pareil, c'est... Ils sont où les épisodes? Ah, ils sont là, c'est 13-13, hein, je crois, un truc comme ça, ou 13-14, ou 13-12. Je crois que c'est 13-12. Ouais, on va vérifier ça après. Mais voilà, donc on est sur Cadillac et Dinosaure. Le magnifique. J'avais très peu de souvenirs de Cadillac et Dinosaure. Étrangement, j'en avais plus du suivant, donc de Dino Rider. Ouais. Mais je pense que c'est lié aussi au fait que Dino Rider, c'est les jouets. Non, il a été multi-rediffusé, Dino Rider. Alors, je crois que la dernière diffusion, ça devait être 91 sur la 5. On a déjà évoqué la 5. Bah, d'ailleurs, dans le dernier épisode, dans les 2 derniers épisodes, on a évoqué la 5. Mais je crois qu'il a été plus rediffusé. Non, plus, je crois que c'est kiff-kiff. En vrai, ça doit être kiff-kiff, Cadillac et Dinosaure et Dino Rider. Moi, je sais que j'ai des très bons souvenirs de Cadillac et Dinosaure, mais que Dino Rider, ce dont je me rappelais le plus, c'était vraiment les jouets. Les jouets avaient envahi pour moi les rayons à l'époque. Et... C'est vrai. On va en parler justement parce que les dinosaures, c'est toute une époque. C'est ça. Alors, il faut remonter fin des années 80. C'est très étrange d'ailleurs, parce que il y a des avis discordants sur ce qui s'est passé donc fin des années 80. Il y a des théories qui sont arrivées, des théories notamment que forcément les mecs à Hollywood ils discutent entre eux et en fait il y a ce qui se passe maintenant mais avec Internet, c'est-à-dire que si vous pensez qu'Internet a inventé des trucs, non, c'est juste un outil, c'était déjà le cas avant, enfin sur plein de trucs d'ailleurs. Mais il y a des gens qui devaient vérifier quelle était la tendance, qu'est-ce qui pouvait arriver et fonctionner. Donc il y a des théories qui expliquent que potentiellement il y avait des marketeurs qui avaient envisagé un grand retour des dinosaures et qu'il fallait effectivement miser pas mal dessus. Là où c'est assez étrange, c'est que malgré tout, les Japonais le faisaient aussi à la même période. Donc, j'ai plus l'impression que c'est une théorie à la Alan Moore, tu vois, un peu, peut-être pas aussi chamanique que Alan Moore, mais que c'était dans l'air, en fait. Il y avait quelque chose qui était dans l'air et qu'il fallait réussir à le capter. Donc, fin des années 80, on va trouver beaucoup de productions de dinosaures. Mais genre, c'est assez ouf. Alors, que ce soit en littérature, alors on va pas l'évoquer nécessairement, les films, on peut évoquer... Moi, celui que tout le monde va se rappeler, c'est le petit dinosaure. Le petit dinosaure, Petit pied. Petit pied, ouais, la vallée des merveilles en 88. 88, donc grosse année de dinosaures. Genre vraiment grosse année de dinosaures. Un an avant, donc en 87, il y a un truc très bizarre qui s'appelle... c'était quoi? C'était Space Dino? Je sais plus, c'était un truc en fait qui se passait dans l'espace. C'était très chelou d'ailleurs comme dessin animé. Je crois que nous, on l'a quasiment pas eu. Je sais plus le nom exact. Mais c'est les dinosaures dans l'espace. Faudrait que je retrouve le blaze. Mais je pense que d'ailleurs, c'était juste ça le nom. Je crois que c'était les dinos de l'espace. Ouais, je crois que c'est ça. Et ça doit être 87, production Coca-Cola. Donc là, vraiment, c'est crachat dans ton visage. C'est vraiment, tout le monde voulait y rentrer dedans, quoi. Tout le monde voulait être dans le game du dinosaure. Oui, et après, toi tu parles, alors oui, parce que je parlais des productions cinématographiques, donc effectivement, il y a Petit Pied, mais nous, on est les derniers de la classe, donc on parle de dessin animé, et Denver, le dernier dinosaure, 88. Ouais, mais qui lui est on va dire, le gros ressortissant de toute cette épopée de dinosaures, quoi. Ouais, totalement. Ouais. Après, c'est ce que tu dis, parce que quand tu parles des jouets, c'est exactement ça, c'est pareil, on s'est fait défoncer de jouets, alors un peu plus tard, mais en fait, il y avait vraiment toute une période entre, vraiment fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90, en vrai, jusqu'à très très tard, et une des vraies possibilités de qu'est-ce qui s'est passé, c'est Michael Crichton. Donc c'est l'écrivain qui a écrit le livre Jurassic Park.
Et notamment Urgence, d'ailleurs, si vous... parce que pourquoi pas. Un grand écart entre la préhistoire et les dinosaures. Et George Clooney. Et George Clooney, ouais. Il écrit son livre. Alors, pareil, son livre sort en 90 à Michael Crichton. Sauf que, bien évidemment, qu'il l'a pas écrit en 20 secondes. Donc, il a taffé dessus pendant un moment. Et c'est pareil. Le moment, en fait, où il commence à écrire le livre Jurassic Park, ça correspond, en fait, à 88, 89. Ce qui se passe, c'est que Steven Spielberg, lui, doit avoir accès au livre dès 89, donc un an avant sa sortie. Et il fait, mais je veux ça, en fait. C'est très important de récupérer les droits sur ce film. Et effectivement, 4 ans après, sortira Jurassic Park, et là, c'est terminé. C'est fin du game. De toute façon, le film est trop fort. Bien sûr. Il est vraiment trop fort. Je trouve que c'est un des plus gros succès de Spielberg au moment de sa sortie. Mais c'est juste colossal. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué d'en parler sans... si jamais vous l'avez pas vécu, mais c'est vrai que c'est monstrueux, quoi, Jurassic Park. La musique de John Williams, qui est déjà super fort, qui travaille avec Spielberg depuis toujours. On a des techniciens, mais juste fous, quoi. On a Phil Tippett qui va bosser sur les animatroniques, sur quasiment tous les dinosaures d'ailleurs, avec un véritable paléontologue, Monsieur Horner, si je crois. Qui va d'ailleurs donner des vrais conseils de non, les raptors ça bouge pas comme ça et ça tire pas la langue comme un lézard, enfin ça fonctionne pas. Oui, parce que ce qu'il faut recontextualiser aussi, bon, c'est quand même le cas dans Jurassic Park, mais c'est que la théorie encore à l'époque, c'est que les dinosaures sont des gros lézards, quoi. Ce qui maintenant a été démontré moins vrai. On considère les dinosaures plus proches des oiseaux que des reptiles. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, on te présente, et dans tout ce qui est pratiquement de l'époque, les dinosaures comme des gros lézards. Mais d'ailleurs, le paléontologue, alors j'espère qu'il s'appelle Horner, hein, je voudrais ne pas écorcher son nom, mais il est réputé pour justement avoir justement publié cette théorie. Je crois qu'il fait partie des premiers à avoir émis l'hypothèse que ça n'était effectivement pas des lézards, en tout cas pour la plupart, parce que j'imagine qu'il doit quand même avoir quelques cousins dans le tas. Mais que, oui, ça s'apparentait plus à des oiseaux. Et effectivement, 93, sortie de Jurassic Park, là, c'est Panini qui nous défonce. Il fallait acheter les cartes. Bon, j'avais 2 albums Jurassic Park. Il y avait même, je sais pas si dans nos auditeurs, il y en a qui ont connu ça, mais les livres qui sortaient chaque semaine à la librairie, Hachette, etc., on avait forcément le livre dinosaure où on avait une pièce du dinosaure à chaque fois dans chaque livre. Ouais, les os, là. Les os, ouais, c'est ça. J'ai toujours trouvé ce système économique tellement honteux. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais je trouvais ça horrible. Mais oui, t'avais ça, les dinosaures phosphorescents, toute une gamme de jouets, machin. Et je pense que donc, parce que ça ne peut pas être Jurassic Park qui a lancé ça, puisqu'il y a des productions qui sont sorties soit en même temps, même si c'est pas impossible, hein, en sachant que la production était lancée et que c'est Spielberg qui s'en charge, en sachant qu'à ce moment-là, Spielberg, il a appelé son surnom à Hollywood, c'est The Entertainment, je crois. Ah ouais. Non, c'est genre, si lui fait un film, et il fait un film à gros budget, c'est un carton. Donc c'est pas non plus impossible qu'il y ait des gens qui soient dit, vite, grouillez-vous, Spielberg, il fait un film sur les dinosaures, il faut qu'on fasse des trucs sur les dinosaures. Ce qui serait logique. Et ce qui est pas forcément débile quand on pense au premier dessin animé dont on va parler, donc Cadillac et Dinosaures, pour plein de raisons. Mais malgré tout, même si je pense qu'il ne lance pas la mode des dinosaures, je pense qu'il la pérennise à mort. Oui. Derrière, c'est une autoroute, quoi. On a tout et n'importe quoi qui sort sur les dinosaures, des bouquins qu'on a tous eus à Noël, qu'on n'a jamais commandé au Père Noël. Mais bon, c'est bon, on les a eus. On était tous devenus des experts paléontologues des dinosaures, bien sûr. C'est un peu vrai. Ça, c'est un stégosaure. C'est vraiment un diplodocus. Mais tu t'en rappelles en plus, mais c'est ça, mais c'est vrai qu'on était devenus un peu fous. Les dinosaures, on connaissait. Non, c'est vrai que mais je trouve ça encore fort, en fait, en y réfléchissant, je trouve ça encore fort. Et donc oui, par rapport à ce que je disais au tout début, c'est que grand écart entre le dernier épisode, c'est que le dernier épisode, c'était complètement dans le futur. Là, c'est complètement dans le passé, mais en même temps, c'est un passé, on va dire, on retourne en arrière, plutôt. Ouais. Et on est dans le futur, mais on retourne en arrière. En fait, là, on vient de faire un aller-retour.
avec nos épisodes. C'est qu'on est entre les deux. C'est toujours un peu... On mixe de l'ancien avec du nouveau, mais là, vraiment préhistorique et... Et justement, tu fais bien d'en parler. Parce que ça, c'est une des thématiques de Jurassic Park. Et c'est vrai qu'en revoyant les 2 dessins animés, on va démarrer. Hein. On va attaquer doucement Cadillac et Dinosaure. Mais une des grandes thématiques de Jurassic Park, complètement avouée, hein, c'est justement les dinosaures sont un prétexte pour parler des effets spéciaux. Donc t'as un vrai rapport entre le fait d'avoir une technologie qui avance vite et extrêmement, qui est extrêmement puissante, et de l'utiliser en fait en parlant de choses qui sont extrêmement vieilles, tu vois, et de faire ce parallèle. Et le film, plus ou moins, d'une certaine manière, il y a une lecture, on peut avoir cette lecture, c'est de dire, les dinosaures, en fait, dans le film, représenteraient les effets spéciaux numériques, et les paléontologues représentés dans le film, censément, représenteraient donc les effets spéciaux pratiques. Et donc, les dinosaures, puisqu'ils essaient de les bouffer, en fait, tout le long du film, ce serait une représentation en fait des effets spéciaux numériques qui seraient voués à remplacer les effets spéciaux pratiques. Et d'ailleurs dans le film t'as plein de trucs comme ça, d'espèces de comparatifs avec le réel. Par exemple le personnage de John Hammond, c'est visiblement et de manière assez claire en fait c'est Steven Spielberg. T'as toute une phrase dans le film que je trouve géniale où en fait il est en train d'expliquer au professeur Sattler, il lui explique comment est-ce qu'il a débuté, et donc il lui parle d'un spectacle de puces qu'il avait fait, et donc ça marchait pas, et que tout déconnait, que c'était visiblement juste une grande farce, mais que les gens y croyaient. Et même là, en fait, tu te dis, oui, en fait, c'est Steven Spielberg qui est en train de parler de son premier film. Il est en train de parler de son succès, des Dents de la Mer, avec le requin qui marchait pas du tout, et il finit en fait sa phrase en disant, mais avec ce parc, je voulais quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vivant. Et c'est visiblement ça, en fait, Jurassic Park. C'est comment est-ce que il veut rentrer dans le magnifique, presque, tu vois. Et en fait, t'as vraiment des comparatifs de phrases ou de sujets ou de représentations qui sont présentes dans le film que je trouve assez dingues. Et pour en venir aux dinosaures, d'ailleurs, t'as cette phrase de Jeff Goldblum qui répond donc au professeur Alan Grant quand il lui dit, le travail, en fait, d'un paléontologue est fini. Parce que maintenant, ils peuvent refaire des dinosaures, en fait... Ian Malcolm va lui dire « éteins », vous voulez dire. Et en fait, ça, c'est apparemment une vraie réplique que Spielberg et Phil Tippett ont eue. C'est-à-dire que Phil Tippett, qui lui est connu pour... Phil Tippett, si vous connaissez pas, il y a un truc qui s'appelle Star Wars, qui est sorti en 77. C'est son premier film. Les effets spéciaux de... Le mec, il a un CV, quoi. Moi, oui. Star Wars. Le mec, il est arrivé, il a pas blagué, vraiment, faut bien comprendre que Phil Tippett, c'est un monstre, et d'ailleurs, il a pas pu vraiment faire Jurassic Park, justement, avec les effets spéciaux numériques, puisque, je sais plus quelle boîte, je crois que c'est ILM, je sais plus, qui a présenté, donc, des dinosaures en images de synthèse à Spielberg, et Spielberg a fait, putain, mais c'est incroyable. Et donc, il a pas souhaité licencier vraiment Phil Tippett, qui le vivait très très mal, en fait, justement, de voir une avancée de cette manière-là de son métier, et il a quand même été sur les animations qui ont été, il a fait les animations donc en dur, ce qui a permis en fait aux techniciens de pouvoir les reproduire à l'identique en images de synthèse. Mais même ces animatroniques sont utilisés au moment de la scène de l'ongle ou les trucs comme ça. Oui, c'est... Alors, il y en a, mais il y a du Stan Winston aussi, je crois. Stan Winston qui est pareil, c'est un comparse de Phil Tippett, et Stan Winston aussi, c'est un mec des effets spéciaux, mais qui est colossal, tu vois. Et le mec, voilà, pour vous dire à quel point Jurassic Park, c'est quand même pas rien. C'est que il a 2 des plus grands techniciens des effets spéciaux dans le même film, plus une technologie complètement barge en images de synthèse, quoi. Et donc oui, apparemment c'était une phrase que Spielberg et Phil Tippett ont eue. C'est Phil Tippett qui a dit, mais en fait là mon travail il est fini. Maintenant vous avez des images numériques. Et il y avait vraiment ce côté, ah merde, mais vraiment. Et au final quand tu regardes le film, c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu vas avoir des images de synthèse, mais des images, des effets spéciaux en pratique, ce qui fait que c'est une espèce de statu quo qui pour moi était très intelligent de la part de Spielberg, puisque le film se finit plus ou moins comme ça en disant, mais en fait non, il n'y a pas une espèce qui va remplacer l'autre, c'est pas parce que les dinosaures sont de retour qu'ils vont nous détruire, puisque regardez, on a réussi à survivre à ça, et en fait, il y a cette phrase aussi dans le film, la vie trouve son chemin. Donc c'est ça. C'est très niais dit comme ça, mais c'est cohérent dans le film. Et au final, oui, les effets spéciaux en pratique ne sont pas morts, et encore eux. Et dans le film, c'est
justement l'association des deux qui fait que ça fait un film complètement dingue et encore incroyable aujourd'hui, 31 ans plus tard, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un film, même en le regardant maintenant, il vieillit pas mal. Non, il a pas envie de vieillir. Il est toujours aussi bien. Même après des années. Bah, après 31 ans. Grave, ça picote. Et donc, oui, pour transition toute faite. Tout à fait. Puisque, voilà, c'est effectivement du vieux et du nouveau. Et ben là, on rentre pile dans Cadillac et Dinosaure qui... Putain, mais alors moi, je me rappelais plus du tout du scénario, je me rappelais d'épisodes, mais le scénario de base de Cadillac et Dinosaure, je l'avais oublié, je l'ai redécouvert là. C'est incroyable. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce que c'est Cadillac et Dinosaure, West? Bah alors, Cadillac et Dinosaure, c'est une série d'animation, une collaboration entre les États-Unis et le Canada, qui est sortie entre 93 et 94 sur la chaîne CBS. Donc, une saison, 13 épisodes, hein, on l'a dit. Mais franchement, pas déçu. J'ai pas tout regardé, hein, mais pas déçu. Donc c'est 13 épisodes pour l'instant, à part si la fin est catastrophique, mais en tout cas le début est très bien, très très bien fait. Qui est sorti en 94 en France, sur M6 Kids. Et qu'est-ce que c'est ? Bah c'est une série basée sur un comics, les Chroniques de l'Arc Xéonique. Et les Chroniques de l'Arc Xéonique qui sont sorties en 86. Merci. Petite passe D. Ouais. Donc 8 tomes, et l'histoire c'est au 26e siècle, après une catastrophe quelconque, hein, pollution, guerre ou peu importe, la population humaine est limitée, donc il n'y a plus beaucoup d'humains, et sont regroupés dans des villes, et on retrouve le héros qui lui vit dans une ville qui est un des derniers bastions, on va dire, de l'humanité, et il est rejoint par une personne qui s'appelle Anna, qui vient d'une autre cité et veut justement ouvrir une collaboration pour que les humains puissent reconquérir la Terre d'une manière ou d'une autre. Le personnage principal, le Jack Tenrek, est un personnage assez atypique. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il est, au niveau physique, pas atypique du tout. Quand on le voit, en fait, on se dit, c'est juste un héros américain comme il y en a partout. J'aurais pas dit ça. Mais... quand on apprend à le connaître, en fait, il est complètement en décalage, je trouve, avec son apparence. Donc c'est le dernier de son clan, et le principe de son clan, justement, comme on l'a dit, c'est ils veulent vivre en harmonie avec la nature et les êtres vivants. Donc il ne tue personne, toutes les vies se valent, et veut cohabiter dans un équilibre complet avec la nature et les animaux. Donc, pour le coup, les animaux dans ce monde-là sont les dinosaures. Il y a aussi d'autres animaux, mais les dinosaures sont réapparus. Ils sont revenus, suite à la catastrophe, et ils ont, dans le générique, ils disent, ils sont venus réclamer leurs droits. J'ai fait le doux. Mais ils sont venus réclamer leurs droits, tout à fait. Moi, je le trouve lambda. En fait, physiquement, je me dis pas, lui, il a le physique du héros. Je me dis, ça pourrait totalement être un mec dans le fond, ou, je le trouve pas forcément héroïque dans son design. Mais après, c'est peut-être que moi, mais c'est vrai que quand je l'ai vu, en même temps, il y a un truc... Alors, je fais une aparté, je te laisse poursuivre, mais il y a un truc de très bizarre dans le dessin animé, c'est quand vous regardez le premier épisode, le générique, en fait, il vient après une scène d'intro, ce qui est pas forcément quelque chose de courant. Maintenant, ça l'est, mais ce qui était pas forcément quelque chose de courant ou de commun à l'époque. Et dans la scène d'intro, c'est Anna qui fait tout. Ouais. Et donc, en plus, elle fait tout, c'est super classe en plus, hein. Et d'un seul coup, ça s'arrête. Et là, bon, pareil, je sais pas d'où ça sort, mais je sais pas pourquoi. Et ce sera tout le long de l'épisode. Ça passe en 16/9. Oh ouais, non, mais ça, c'est génial. Oh, je trouve ça tellement fort. Moi, je vois pas l'intérêt. Mais bon, bref. Mais on va en reparler. Ouais. Mais moi, je vois pas l'intérêt parce qu'en fait, ça raconte rien. Mais on verra. Et ça passe en 16/9. Et là, le générique commence. Et au moment où le générique commence, t'as une voix off qui fait « Et le héros, Jack ?» Mais tout de suite. Et j'ai fait « Mais c'est qui ?» Donc, tu vois, il y a un côté où peut-être je me suis fait biaiser par le fait que, dans l'intro, il apparaît comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est genre, le héros, c'est lui. Je fais, mais pendant 4 minutes, c'était une nana qui faisait des trucs incroyables. Il sort d'où? Et après, en plus, le générique, il insiste pour dire, mais c'est vraiment, il est trop fort, quoi. C'est le héros trop fort. En fait, je fais, mais il était où? Non, en fait, c'est vrai que sur la série, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, après, je trouve ça étonnant pour l'époque, en fait,
parce que je sais pas si c'est dans le source, si c'est de la même manière dans le matériel de source, mais les personnages féminins, pour le coup, sont très présents. Oh oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. L'ennemi principal, qui est très intelligente, très sournoise, etc., c'est une femme. Anna, qui est une bombe, hein, franchement. J'ai vu, j'ai fait, ah ouais, Le design est très classe. elle est pas mal, hein. Ils se sont appliqués, mais ils se sont appliqués sur tout. Ouais, c'est ça. Elle est utile, elle fait des choses, elle est badass. C'est pas juste une femme lambda qui est là pour se faire sauver. Donc moi j'ai trouvé franchement qu'il y avait une vraie proposition au niveau des personnages. Et là où je dis que c'est un peu un personnage lambda, c'est que il a façon sa petite veste jean manche coupée. Moi il me fait penser un peu au gars dans Evil Dead. Ash. Tu vois, franchement, il est. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, dans sa présentation, il fait très héros américain. Mais quand on apprend sa philosophie, donc on veut pas tuer les animaux, etc. Du coup, ça commence déjà à un peu balancer son image. Et surtout qu'il utilise son cerveau tout le temps, quoi. C'est pas je fonce dans le tas, machin. Il réfléchit à ce qu'il fait. On le voit se poser des questions sur est-ce que c'est la bonne action à prendre. Il est vraiment réfléchi. C'est pas juste allez hop, je prends un gun et puis je rentre dans le tas. Non, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire, etc., etc. Donc il y a vraiment, moi je trouve, il y a vraiment une profondeur au personnage qu'on voit dès le départ en fait. Dès le premier épisode, on se rend compte que c'est pas juste un personnage lambda. Et il a du style aussi. Parce que, en vrai, le mec, il conduit quand même une Cadillac entre des dinosaures. Bon. Attends, on va trop vite en besogne. Pour le coup, c'est un écolo-garagiste avec une Cadillac. C'est un peu incompréhensible quand même, parce qu'on sait que les voitures américaines, c'est pas les moins polluantes du monde. Mais... Alors moi, j'irais plus loin que toi. Parce que je suis 1000 fois d'accord. Faut recontextualiser parce que c'est important. Si jamais ça dit comme ça, il y en a certains qui vont certainement dire ouais, mais une femme, elle peut faire plein de trucs. Mais c'est pas le propos. Le propos, c'est qu'on est en 93 quand ça sort. Et c'est un dessin animé. Donc en général, c'est... Même si jamais tu fais un personnage féminin qui fait des trucs, elle va toujours trouver le moyen de se mettre dans des situations compliquées. Là, non seulement donc c'est pas le cas, non seulement c'est pas un personnage féminin stupide, juste on lui fait faire des trucs, mais elle est complètement tarée parce qu'elle se met en danger, machin, et le mec serait tout puissant. Non, non. Donc déjà, t'as complètement raison là-dessus. Le personnage féminin antagoniste, je m'y attendais pas. J'avais zappé en fait, parce que c'est vrai que c'est très très rare d'avoir l'antagoniste qui est une femme, et en plus, ils ont une relation entre le héros et elle, qui est assez dingue, puisque c'est comme s'ils faisaient partie d'une espèce de coalition, où dès le deuxième épisode, en fait, tu te rends compte qu'ils discutent entre eux. Et rien que ça, vraiment, l'intro du deuxième épisode, j'ai fait, c'est mortel, en fait, c'est un grand délire de les voir, en fait, discuter, et avec ce vieux rapport du je sais que tu sais, et je sais que tu sais que je sais, tes plans, etc. Mais en fait, je trouve que tous les personnages sont super bien écrits. Déjà, t'as un vrai panel de personnages différents. Et je les trouve vraiment tous cool et intéressants, quoi. Quand je parlais du physique du personnage principal et que je disais je le trouvais lambda, c'est parce que t'as un passage où justement il se fait un peu enguirlander par des potes à lui par rapport donc à l'écosystème et le fait de laisser en liberté à certains dinosaures. Je voyais aucune différence entre ces mecs-là et lui. Physiquement, je pense. Oui, sur la première scène dans la... Oui, ouais, le premier gars qui le prend, je dis mais ils sont frères ou... C'est ça, voilà. Ouais. Mais c'est juste physique, tu vois. Mais après, quand tu prends l'exemple de Ash, je trouve que t'as raison, mais Evil Dead, Ash, c'est pas un héros, quoi. Oui. Ash, c'est particulier, tu vois. Enfin, c'est le héros du film, mais c'est particulier, Ash. Ouais. On va dire que Ash, il devient vraiment un héros héroïque au 3. Mais sinon, non, c'est... Mais il a un petit style de Ash, effectivement. Ouais. T'en as pensé quoi? Mais moi, j'ai kiffé. Mais franchement, ça m'a fait plaisir de revoir le premier épisode parce que, déjà, le générique, mais il est classique, avec cette petite musique. Moi, dès que j'ai entendu la musique, j'ai fait « Ah oui !» Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je crois que c'est classique des années 90, mais la scène de la voiture, qui, je pense, mettent dans tous les épisodes après, il y a toujours ce petit passage où on voit le mec rentrer dans sa voiture, tourner les clés, le moteur qui gronde, il passe la première et il accélère. Ouais. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique.
Tu vois? Donc, non, ouais, franchement, j'ai passé un super bon moment. Et les passages, en fait, ce que j'ai trouvé bien, ce passage en 16 neuvième, en fait, ça donne un côté très cinématographique à la série. Et on en parlera après, mais je pense que il y a une raison très particulière à ça, mais ce passage de transition en 16 neuvième, où c'est souvent en plus des gros plans, donc il passe d'une scène normale sur un gros plan et il repasse en 16 neuvième, bah, ça fait un décalage, en fait, sur gros plan, mais écran rétréci. Ouais, parce que ça reste du 1.33. C'est ça qui est bizarre, en fait. Oui. Mais je trouve que ça fait super, en fait, ce contraste entre l'image se rétrécit, mais le fond s'élargit puisqu'on va sur un pan plus large. Et non, mais j'ai passé un bon moment. C'est inclusif en plus. Encore une fois, 93. Quel personnage arabe il y a dans un dessin animé américain de 93? Il y en a pas. Et là, il est trop cool en plus. Bah oui. Comment il s'appelle? Mustafa? C'est Mustafa? Ouais, je crois un truc comme ça. Il est génial. Il est trop fort. Et il sert aussi à quelque chose, tu vois. Ouais. C'est pas genre le mec, ah bon, on revient, reste là, on revient et tout. Non, il est là aussi pour en mission avec eux. Donc, une femme, un arabe, derrière, tu vois des personnages d'un peu toutes les origines, toutes les couleurs, machin. Donc, non, franchement, ce dessin animé. Et c'est pas au forceps en plus, parce que en fait, tu sens bien que, tu sens qu'ils ont réfléchi leur univers, parce que c'est Mad Max. Faut être très clair, c'est Mad Max avec des dinosaures. Avec des dinosaures. Alors, t'as quand même une ville, t'as quand même de la végétation, c'est pas Mad Max, le désert australien, mais voilà, en fait, vous mettez juste Mad Max dans la jungle avec des dinosaures, mais c'est ça, c'est vraiment l'apocalypse, et en fait, tu sens qu'il y a une vraie réflexion sur, mais si jamais il y a plus d'êtres humains, et qu'il y a des dinosaures, est-ce qu'il y a encore la place, tu sais, aux vieilles guéguerres, d'êtres humains, ouais, mais toi t'es pas comme moi, et toi t'es différent, machin. Et en fait, je pense que c'est, comme tu dis, inclusif, mais inclusif cohérent. Cohérent, ouais. Et pas juste, mettez-moi un Asiate dans la scène, tu vois. Non, c'est, parce qu'en fait, de fait, j'imagine qu'il y a, dans une catastrophe comme ça, enfin, tu dois forcément aller au-delà de la couleur de peau, c'est pas possible, sinon tu vas mourir. tu vas pas survivre longtemps, ouais. J'ai trouvé ça incroyable. Mais, en fait, j'ai trouvé ça incroyable, le premier choc, parce que, comme je t'ai dit, je me rappelais de certains épisodes. Mais le premier choc, c'est, ok, qui a animé ce truc? Parce que là, c'est un studio qu'on n'a jamais abordé. Hein. Là, faut être très clair, donc forcément, en faisant nos recherches, on s'en est bien aperçu, on va en parler après. Mais là, qui a animé ce truc? Parce que c'est incomparable. Donc, déjà, en termes d'animation, c'est fou. Et, pareil, c'est animé quand il faut. Oui. Tu vois pas, en fait, les manquements. Justement, ça, c'est le genre de dessin animé où, en fait, t'as pas le temps de ne serait-ce que de capter un moment de latence où le truc ne bouge plus. Il y a vraiment une vraie mise en scène. Tu vas avoir un passage, dès le premier épisode, hein, j'étais tellement content, en fait, de voir de la mise en scène dans un dessin animé. Mais tu sais, en fait, t'as la voiture du héros qui se retourne, t'as le personnage féminin qui est à côté, et plutôt que de faire des chants contre chants pour montrer la scène de dialogue, ce qu'ils font, c'est le mec remet sa Cadillac à l'endroit et le personnage féminin, il apparaît dans le rétro une fois que le truc est redescendu. Ce qui permet de ne pas avoir de contre-champ, mais de garder la mise en scène puisqu'il se retourne pour lui parler. Et en fait, plutôt que de se retourner et de voir la caméra passer derrière lui, t'as directement le personnage dans le rétro et j'ai fait c'est tellement cool. C'est petit, hein, c'est pas grand-chose quand t'es cinéphile. Mais là, on regarde un dessin animé de 93, j'étais là, c'est cool quand même de faire des trucs pareils. Le sérieux du dessin animé, tu fais fou, il y a des moments vraiment hard, et même je trouve que il y a un truc qui arrive très et trop souvent selon moi dans les dessins animés, c'est que soit ils écrivent pas leur bible, soit ils l'écrivent mais ils s'en foutent très vite, et c'est pas que dans les dessins animés d'ailleurs, hein. Ça peut être aussi dans les séries télé classiques, mais là c'est par exemple, tu sais, t'aurais pu avoir le personnage qui dit moi je veux tuer personne, mais en fait, on a oublié, c'est un autre réal qui fait l'épisode 4, et puis finalement, il met une balle dans la tête d'un dinosaure, mais c'est pas grave, tu vois, parce qu'on a oublié. Non, là, en fait, ils tiennent vraiment la cohérence de leur histoire, et du coup, ça donne un vrai sérieux tout au long de la série. C'est un 5 étoiles pour moi, Cadillac et le dinosaure. Ah, mais clairement. Le seul problème, c'est qu'il est fou. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce qu'il s'appelle Cadillac et dinosaure, en fait. Oui, mais... Non mais en vrai de vrai, attends, en vrai de vrai, ce dessin animé, il s'appelle Cadillac et Dinosaure, il n'y a aucune raison valable.
pour moi, c'est un délire de mec complètement taré, en fait, parce que il est fou, hein, je trouve, moi, j'ai adoré le dessin animé, mais je le trouve complètement taré. Tu n'appelles pas ton dessin animé Cadillac et Dinosaure, tu donnes une impression de série Z ou de nanar immédiat, alors que, en fait, moi, je pense que c'est une série B qui avait des velléités à être un film à gros budget, et à qui on a certainement dit, non mais là, ta série B, elle coûte 200 millions de dollars, donc tu peux pas le faire, donc il faut peut-être le faire en dessin animé, quoi. Parce que moi, je ne vois que cette explication. Non, en fait, c'est le nom d'un tome, Cadillac et Dinosaure, dans les chroniques de l'ère xéonique. Oui, c'est une BD. Oui, mais c'est le nom d'un tome. Il y a un tome qui s'appelle Cadillac et Dinosaure. Mais parce que le personnage, il a des Cadillacs. Oui, il a une Cadillac, oui. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que trouve un autre nom, c'est pas grave, en fait. Je pense que c'est comme d'habitude, c'est toujours prendre ce truc cool. Cadillac, c'est cool. Dinosaure, c'est cool. Eh ben voilà, on y va. Cadillac et Dinosaure. Les mecs, ils avaient, je sais plus les noms les titres de chaque tome. Il y en avait un qui s'appelait Cadillac et Dinosaure. Les mecs, ils ont dit, bah, ça, c'est parfait. On a les deux. Donc, je sais pas, moi, je trouve c'est stylé. Après, ce qui est marrant, c'est que, contrairement à ce qu'on peut croire, ben, la Cadillac, c'est le point central. Non, bah, c'est son véhicule. Mais c'est ça. Il l'utilise normalement, quoi. Comme n'importe qui. Mais par contre, il a quand même une fonction de garagiste. Et il a une collection de Cadillac dans son garage. Il a une collection de Cadillac. Je crois que c'est son surnom, d'ailleurs, Cadillac. Mais il n'empêche, tu viens exactement de dire, de dire une vérité, quoi. Ça n'est pas central dans l'histoire. Non. Donc, déjà, moi, je trouve que ça fait un côté vraiment nanardesque. Oui. Cadillac et Dinosaure. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont refusé de regarder cette série et qui refuseront peut-être de la regarder parce que ça s'appelle Cadillac et Dinosaure. Mais il y a même pas de Cadillac, en fait. En vrai de vrai, on s'en fiche. C'est un monde post-apo complètement ouf, ultra bien écrit, avec des dinosaures, avec des vrais enjeux. En plus, des fois, t'as des enjeux un peu politiques dedans. Bah oui. C'est pas juste des méchants qui se tirent dessus. On n'est pas au niveau masque, quoi. Il y a un vrai délire, quoi, derrière, dans la trame de ce dessin animé. Mais le truc s'appelle, il y a Cadillac dedans. Ça veut rien dire. Pour moi, il a pété un plomb, Ouais, bah oui, non. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas le truc principal du dessin animé. Donc, ça aurait pu s'appeler... comment... Je sais pas. C'est comme si Batman s'appelait Batman et Alfred. Ouais, c'est vrai en plus. Mais vraiment. Ouais, c'est vrai. Après, tu fais, mais il y a Alfred dedans? Où? Parce que on peut, extrapoler ou imaginer des trucs, ou sinon on peut juste prendre la réalité. Olive et Tom. Où est Thomas Price dans ce dessin animé? Non, si ça s'appelait Captain Tsubasa, il y avait une raison, quoi. C'est parce que en japonais, c'était Tsubasa. Mais là, ils ont appelé ça Olive et Tom parce que les mecs, ils ont vu le premier épisode, ils ont fait, bah, il y a un mec, là, il s'appelle Thomas Price, bah, ça doit être le deuxième héros. Eh, cassez-vous, oui. Non, en vrai, c'est, pour Batman, ce serait Batmobile et Gotham. Et tu dirais, ouais, pourquoi? Gotham, oui, ok. Ouais, ce serait plus ça, ouais. Et Batmobile, ouais, bon, c'est son véhicule, quoi, on s'en fout. Oui, c'est cool, mais c'est pas non Oui, plus, c'est pas l'enjeu, ouais, c'est ça, c'est pas l'enjeu. Non, mais comme tu dis, c'est vrai que... Mais moi, je pense que c'est tout simplement parce qu'une Cadillac, c'est cool. Alors, c'est réalisé par le studio, parce qu'on, justement, on t'a enchaîné sur le studio, c'est APPP qui fait ça. APPP qui a le nom est dégueulasse aussi, d'ailleurs. À un moment donné, faites des vrais noms. Bah alors, apparemment, le nom japonais, il est un peu plus classe, puisque c'est effectivement une boîte d'animation japonaise. Ah, d'accord, parce que ça, je l'avais pas trouvé, mais je trouvais que l'animation faisait très manga, en fait. Ah non, mais clairement. Mais en plus, elle fait des mouvements de ninja, c'est même pas vrai, d'ailleurs. Elle a un moment, Anna, le personnage féminin, elle a un moment où elle se tape contre un mec et elle lui fait ce que moi j'apparente à du Wing Chun. Ah oui. C'est fou en fait parce que c'est super bien animé et donc elle balance ses bras d'une certaine manière et elle arrive à parer le coup et à retourner le gars et vraiment, en plus, le mouvement est extrêmement décomposé donc c'est. Mais oui, c'est complètement japonais. Le studio qui a fait ça, c'est complètement japonais. Studio qui a été fondé la meilleure année de tous les temps après la mienne en 84. Bah, ou avant la mienne, je sais pas comment on doit le prononcer. On sait déjà que c'est une année historique. C'est une année historique, ouais, carrément. Bah, sachant qu'en plus, le studio APPP, c'est normal que Cadillac et Dinosaure, il a un peu de gueule. C'est eux qui font Jojo Bizarre Adventure.
C'est eux qui ont fait, alors Robot Carnival, peut-être que ça ne vous parlera pas, mais Robot Carnival, c'est un film anthologique réalisé par Katsuhiro Otomo, le créateur, enfin de Otomo Katsuhiro, pardon, je déteste prononcer son nom à la française, le célèbre Otomo Katsuhiro qui a fait Akira. Et pas que, hein, Domu et Rujin Z, je crois, en termes de chara-design et de scénario, et plein d'autres trucs, manier, bref. Donc eux, ils se sont chargés en fait j'imagine, de certains segments Robot Carnival. Et on en parlait en off avec West tout à l'heure, Hokuto no Ken, 2 OAV, notamment la légende de Toki. Donc vraiment, ils me respectent, ces mecs. Complètement. Et d'ailleurs, oui, ils ont aussi travaillé sur Rojin Z, donc apparemment, ils s'entendaient bien, enfin, en tout cas pas trop mal pour faire 2 productions avec Otomo, donc ça, c'est plutôt cool. Et là, c'est vraiment c'est peut-être que vous en rendez pas compte, mais c'est vraiment des productions de qualité, quoi. Jojo Bizarre Adventure, Ken le Survivant, Rujin Z, Robot Carnival, c'est pas rien. Peut-être que Robot Carnival est un poil en dessous, parce que c'est pas non plus quelque chose qui est si connu que ça à l'international, mais pour ceux qui ont l'opportunité de voir ce film anthologique, c'est des petites pépites à chaque fois, quoi, qu'il y a dedans. Et c'est réalisé donc par Raymond Jaffelis. Et là, on va rentrer dans les problèmes. Parce que moi, d'habitude, on se demande, là, il y a trop de gens, en fait, qui sont forts. Je garde le meilleur pour la fin, et j'imagine que toi aussi. Il y a trop de gens qui sont forts sur Cadillac et Dinosaure, et donc, on devrait techniquement se poser la question, pourquoi ça n'a pas marché? On a la réponse. La réponse, elle est toute simple. C'est que c'était une communication de merde. À partir du moment où les mecs ont fait ce dessin animé là, Cadillac et Dinosaure, et j'imagine que le nom y est pour quelque chose, tout le monde a pensé que c'était un truc pour les enfants. C'est pas un truc pour les enfants, Cadillac et Dinosaure. Ça a été mal programmé, il y a une communication qui a été vraiment foireuse, et ça n'a pas fonctionné à cause de ça. C'est aussi bête que ça, en fait, l'arrêt de Cadillac et Dinosaure en 13 épisodes. C'est aussi simple que ça. Mais ce qui est drôle, c'est que Raymond Jaffelis, c'est pareil, en fait, c'est comme si son nom avait induit en erreur les producteurs et les diffuseurs. Parce que t'entends Cadillac et Dinosaure, tu te dis dessin animé, enfant, machin, et t'entends Raymond Jaffelis, tu fais enfant. Bah ouais, Babar, Inspecteur Gadget, oui. les Ewoks, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Les aventures de Tintin, les nouveaux bisounours. Tu te dis, bah, il est inoffensif, ce mec. Il réalise, il a pas réalisé les aventures de Tintin, attention. Hein. Il a vraiment réalisé donc Babar, Inspecteur Gadget, Kalinours au pays des merveilles, tu vois, ce genre de truc, tu vois. Mais après, il est storyboarder, il est surtout storyboarder sur les autres et direction de storyboard. Donc t'entends ce nom, tu fais, mais oui, c'est forcément inoffensif. Ah, mais même la maison de production, Nelvana, c'est Franklin, c'est oui, c'est trop Petit mignon. Ours, c'est Ace Ventura, Beyblade, c'est des trucs vraiment. C'est que c'est trop mignon. Ouais. Le bus magique. Le bus magique, ouais. Ils ont fait le bus magique aussi. Alors il y a quand même Creepshow, hein. Ah, j'avais pas vu ça. Il y a quand même Creepshow. Nelvana, ils ont quand même fait Creepshow. Mais après, c'est pareil. Ils ont fait Creepshow, et est-ce que Creepshow c'était vraiment hardcore? Non. Non? C'était un dessin animé tranquille, et ils ont fait Beetlejuice aussi. Et pareil, c'est mignon. C'est mignon. C'est pas le film, quoi. Oui, c'est pas le film. Donc, je pense que même ça induit en fait, je pense que tout induit en erreur tout le monde. Et du coup, quand c'est diffusé, c'est genre, mais qu'est-ce qui se passe? Pour que c'est beaucoup trop sérieux, là, ce qui est en train de se produire, et donc c'est pas diffusé au bon moment. Et pourtant, ils ont tous fait un taf de fou, quoi. Même si la boîte de prod, elle est très affiliée à des trucs très enfantins, que le réalisateur, il est affilié à des trucs très enfantins, ils ont fait un taf, en fait, ils ont fait un virage à 180 degrés qui est assez dingue, quoi, sur Cadillac et Dinosaure. Ouais, exactement. Et donc, je te laisse démarrer, mais on se garde le meilleur pour la fin, puisque c'est produit, et pas que produit, puisque c'est aussi écrit pour le premier épisode par le légendaire, de toute façon j'adore ce gars, par le légendaire Steven I. de Souza. Et c'est là justement où il y a, pour moi, c'est lui qui apporte ce côté cinématographique en fait. Là, obligé, oui. Parce que quand j'ai vu son résumé, j'ai fait waouh. Non, t'as pas le droit de lire le résumé de Steven I. de Souza, t'es censé connaître le résumé de Steven I. de Souza. Je ne connaissais pas le résumé. Ah, tu connaissais pas Steven. Il est super coté quand même. Mais c'est fou ce qu'il a fait. Juste pour donner, enfin, pour moi, c'est des références parce que voilà, mais le mec a fait quand même L'homme qui valait 3 milliards. Sa deuxième production, je crois.
Ça doit être sa deuxième. Ouais, en, je tant crois que, que c'est ça. alors, en tant que scénariste, qu'on En tant que s'entende scénario, bien, oui, voilà. parce que il est producteur sur Cadillac et Dinosaur. Moi, j'étais trop content de voir son nom générique, mais c'est surtout qu'il est cité au générique de Cadillac et Dinosaur dès le premier épisode en tant que scénariste, parce que c'est son taf. C'est ça. Et après, il scénarisera plus d'épisodes, si je dis pas de bêtises. Hein. Il est vraiment producteur, mais il est créateur. Et en fait, c'est lui qui porte la série sur ses. Ouais, en fait, il rachète la série, il rachète les droits de la série, c'est ça. et du coup, la produit. Et donc, il a V, La série V. série V, mais pas la nouvelle, hein, pas celle qui est sortie, je sais pas, dans les années 2000, l'original. Celle qui est sortie en 1984. Merci. T'es un peu relou quand même. Hein. Il a les Die Hard. Il a Piège de cristal, et le deuxième... Il a surtout Piège de cristal. mais oui, mais il a le deuxième aussi. Mais Piège de cristal... Oui, il a surtout. Mais non, parce que c'est le deuxième, il est pas aussi fort. Oui, mais ça reste en fait un grand scénariste. Ça reste, pas de souci. Ouais. Il a les 2 Pièges de cristal. Il a Jumping Jack Flash aussi. Ouais. Il a Judge Dredd. Il en a. Il a un CV, mais c'est incroyable. Bah, on peut continuer. Hein. Il fait Flic de Beverly Hills. Il a fait un Judge Dredd. Un Piège à Hong Kong. Moi, ça me fait rire. Donc le Piège à Hong Kong de Tsui Hark. C'est lui qui le scénarise. C'est très bizarre d'ailleurs, mais bon, il est sur le Piège à Hong Kong. Et il ne réalise qu'un seul film. Un seul. Mais quel film? Parce qu'après, bon, il a compris qu'il était que scénariste. Hein. C'est lui qui, en fait, Steven I. de Souza, moi, la première fois que j'ai entendu son nom, parce que je ne m'intéressais pas aux scénaristes forcément quand j'étais plus jeune, la première fois que j'ai vu son nom affiché quelque part, je suis dans la salle de cinéma et je regarde Street Fighter. Oui. Avec Jean-Claude Van Damme. Et donc, on est en 94 et je suis trop content et je suis avec mon frangin et on va aller regarder le jeu vidéo Street Fighter à l'écran. Et là, je vois le gros nom Steven I. de Souza. Bon, j'apprendrai plus tard que c'est son seul film. Et bon, voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut pas non plus... faut se calmer. Mais je crois qu'ils lui ont filé le bébé. Il faudrait que je reprenne en fait vraiment l'histoire, mais je crois que c'est pas une volonté vraiment de la part de Steven I. de Souza de faire la réalisation de Street Fighter, parce qu'il l'écrit aussi. Mais je crois qu'on lui a refilé un genre, mais tu connais les films toi, bah vas-y fais-le. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Donc il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ouais. Bah, allez vas-y, moi je sors du placard, hein, moi j'aime bien ce film. Je m'en fous. C'est nul, hein, mais moi j'aime bien ce film. Je l'ai revu récemment. C'était ringard, mais qu'est-ce que j'ai kiffé. En fait, c'est débile c'est vraiment un plaisir coupable de voir Jean-Claude Van Damme avec la coupe de Guile moche, les cheveux jaunes. C'est vraiment un plaisir coupable. Vraiment, le film est pas bien, hein, mais moi, je le défendrai à corps et à cri. Bah, tu sais, il est possible que je le préfère en le regardant maintenant que à l'époque où j'ai regardé. Parce que, à l'époque où j'ai regardé, il y avait quand même le film avec Jackie Chan où ils ont un passage de Street Fighter dans le film, je me rappelle plus c'est quoi. C'est c'est Nicky Larson. C'est dans Nicky... Oui, exactement. Où il se prend une borne d'arcade et du coup il a des trucs. Et en fait, j'ai toujours trouvé que ce passage était bien meilleur que tout le film de Street Fighter. C'est pas impossible. Donc, j'ai vu Street Fighter, j'ai fait non, c'est pas bon. Mais bon, c'est vrai que mais c'est vraiment, on a toute une organisation autour de ce dessin animé qui est incroyable, et ça se ressent. Et ça se ressent quand tu le regardes. Ah ouais, totalement. Mais instantanément d'ailleurs. Oui. Et moi, j'aimerais revenir un petit peu sur le matériel source. Donc, parce qu'il a aussi participé sur le dessin animé, c'est Mark Schulz. Oui. Donc, dans quelle capacité, j'ai pas réussi à trouver, mais je sais qu'il est cité. Donc, il est scénariste aussi. Je crois qu'il a dû scénariser certainement quelques épisodes. Pour Mark Schulz, en fait, c'est l'auteur de la bande dessinée. Voilà, c'est ça. Et mais en fait, ce mec-là aussi, il a un bon CD. Mm-hmm. Donc il a déjà plusieurs casquettes, scénariste, il fait beaucoup de pubs, il fait de l'ancrage, il fait du storyboard, il a plusieurs casquettes. Mais ce que j'ai remarqué, enfin ce que j'ai retiré de son CV, c'est qu'il a déjà travaillé pour Marvel. Donc on comprend aussi l'implication de Marvel dans le dessin animé, puisque le dessin animé et sa bande dessinée sont rachetés exact. Ou publiés ensuite par Marvel. Mm-hmm. Il travaille sur Conan en tant que scénariste. Oui. Il travaille sur du Star Wars. Il travaille sur plein d'autres œuvres comme ça. Des gros noms, hein, vraiment des gros noms
du comics et ce mec est vraiment prolifique dans ce qu'il fait en tant que scénariste. Alors apparemment d'ailleurs, ça contredit l'intro que j'ai fait, mais j'y crois pas une seconde. Mais apparemment Marvel aurait poussé pour faire le dessin animé, pour faire l'adaptation du dessin animé, pour justement relancer la vente de la bande dessinée. Et donc ce serait une velléité artistique de la part de Marvel. Et j'y crois pas une seconde. Pour moi, c'est vraiment, il y avait un truc dans l'air, ils savaient qu'ils avaient un truc de dinosaure planqué quelque part, c'était le moment de le ressortir. Putain, mais quand tu peux te permettre d'avoir Steven de Souza qui porte le projet avec un studio japonais ultra vénère qui vient d'arriver en finale, qui a à peine 10 ans, quoi. Il fête ses 9 ans quand Cadillac et Dinosaure sort officiellement. Non, il y a aucune velléité artistique là-dedans, Marvel, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Et je sais pas si t'as d'autres choses à dire, mais moi, le truc, c'est que ce dessin animé est revenu dans ma mémoire après avoir vu Jurassic World. Donc, les derniers épisodes, on va dire, de la saga Jurassic Park qui sortent en ce moment. Je crois qu'il va y avoir un nouveau film qui va peut-être sortir l'année prochaine ou peu importe. Mm-hmm. Parce qu'en fait, il y a toujours des espèces de films ou séries que je trouve qui sont des espèces de continuation d'une œuvre ou d'une autre. Typiquement, je regarde iRobot, Terminator, et pour moi, ça pourrait être les débuts de Matrix. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. Et ben en fait, ce qui se passe à la fin à la conclusion de tout ce Jurassic World, c'est que les dinosaures sont libérés sur la Terre entière, en fait. Mm-hmm. Et il y a une scène qui est assez marrante, c'est que ils roulent en voiture. Bon, pas dans une Cadillac. Mais ils roulent en voiture et tu vois un Vélociraptor passer au-dessus. Et le jour où j'avais vu cette scène de Jurassic World, je me suis dit, mais c'est ouf, parce que ça me fait trop penser à Cadillac et Dinosaures. Parce que au final, on se retrouve dans un monde où les dinosaures réapparaissent, donc il suffit que demain tu rajoutes une bombe nucléaire pour que tout le monde meure, et tu te retrouves dans la même situation que Cadillac et Dinosaures. Ah, tu vois, ok, d'accord, c'est ça le parallèle que tu fais avec Matrix, Terminator et iRobot. Ce serait comme si c'était l'intro, ça que tu veux dire. Voilà, le robot qui tue quelqu'un, et du coup, on voit qu'ils prennent un peu le pouvoir. Dans Terminator, là, ils sont vraiment en guerre, et les robots gagnent la guerre, et ça crée Matrix, en fait. Mais c'est vrai en plus, parce que c'est littéralement ça. Dans Matrix, ils te disent, enfin dans Animatrix, ils t'expliquent comment tout ça a démarré. Et c'est effectivement un robot qui s'est libéré, qui a dit je ne veux pas être un esclave, et il a tué son maître. Et c'est vrai que c'est le scénario que tu retrouves dans iRobot. Et après, il y a plus tard dans le même épisode d'Animatrix, le moment où c'est la guerre entre les humains et les machines. Et ça, c'est complètement Terminator 1 et 2 d'ailleurs. Donc oui, je vois totalement, c'est quand tu dis des œuvres qui amènent à une troisième. Alors moi, je t'avouerais que j'ai pas fait ce rapprochement-là parce que je trouve Cadillac et Dinosaures 1000 fois plus intéressant que Jurassic World. On est d'accord. Il n'y a pas de débat. C'est d'une pauvreté, enfin bref, on n'est pas là pour parler de films. J'adore les films. Peut-être qu'on va faire des podcasts sur les films, va savoir. Mais là, on se concentre parce que tu es dissipé. Ouais, j'ai fait juste une petite parenthèse. Il faut parler de Cadillac et Dinosaures. Non, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Si, il y a un truc qui me fait rire, c'est que Steven de Souza, ça me permet juste de faire un petit clin d'œil, de nous auto-citer. L'épisode qu'on a sorti sur Highlander, j'avais parlé donc de Russell Mulcahy, qui avait réalisé un film en 91, donc la même année que Highlander 2, qui s'appelait Ricochet. J'ai toujours pas envie de voir le film, hein. Alors, j'ai commencé quand même à me renseigner un peu sur le film, à savoir quelle critique il avait. Bon, c'est mitigé, mais ça donne quand même un peu envie. Et c'est Steven de Souza qui l'a écrit. Ah. Donc, il a aussi officié avec Russell Mulcahy. Tu vois, McTiernan, Russell Mulcahy. Tu vois, c'est 2 salles, 2 ambiances. Je suis un bâtard, en plus, il est cool, Russell Mulcahy, parce que c'est pareil, en fait, ça, c'est des trucs, bon, c'est trop tard, j'en ai pas parlé dans Highlander, mais c'est quand même un mec, assez fou, Russell Mulcahy, qui était un clipper à la base. Et à mon avis, c'est pour ça qu'Highlander ressemble à ça, c'est parce que c'est un clip, en fait. Et donc, c'est des vraies idées des vraies idées visuelles, tout ce qui se passe dans Highlander. Donc, en fait, il est cool, Russell Mulcahy. Je vais pas me moquer de lui, loin de moi, l'idée de vouloir me moquer d'un mec que je considère comme étant quand même pas mal fort. Ouais. En revanche, le deuxième, c'est pas ça. Dino Rider, c'est un autre délire. Ah oui. Alors, je préfère préciser tout de suite,
J'ai pas trouvé ça naze. Moi non plus. Mais c'est juste que c'est un autre délire, mais vraiment c'est un autre délire. Alors là, on est obligé de retourner en arrière. Là, on revient en 88. C'est ça. Ok, on revient en 88. Et pourquoi c'est important de le recontextualiser? C'est parce que là, on vient d'encenser un dessin animé. Mais on vient d'encenser un dessin animé avec des performances, on va dire, enfin post ou courant Jurassic Park, quoi. Là, on est avant l'euphorie du dinosaure, et donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, j'ai envie de dire. Et c'est déjà dans l'air, comme on l'a cité. Peut-être qu'on citera d'ailleurs d'autres dessins animés, parce qu'en fait, on est à plein. C'est complètement arbitraire. Enfin, nous, on avait une volonté de parler de Cadillac et Dinosaures, mais pour Dino Rider, c'est complètement arbitraire. Parce qu'en fait, le choix aurait pu se faire avec tellement d'autres productions de cette époque. Mais là, il faut recontextualiser. Donc, on retourne en 88. C'est des dinosaures, c'est le futur, mais on est très très loin du niveau Cadillac et Dinosaures. Ouais, c'est vrai. Donc, juste pour avoir un petit tour de ce que c'est Dino Rider, donc c'est une série collaboration Canada et USA. C'est marrant parce que les deux ont deux parallèles. Dans l'un, les deux sont des productions US-Canada, et les deux font appel à un véhicule. Et pour Dino Rider, c'est assez différent, mais on verra pourquoi. Et donc c'est sorti en 88, en syndication, et donc une saison, 14 épisodes. Ah, c'est 14, ok. J'avais dit 12 au début. Et en France, ça sort en 89 sur TF1, et puis c'est rediffusé ensuite sur la 5. J'imagine dans la foulée, je crois que ça... 91. Ah, ok. Je le sais parce que, alors, petit aparté, parce que, comme j'ai dit, on va citer d'autres programmes de dinosaures. Mais en 91, est-ce que tu te rappelles la sitcom Dinosaure? Mais je voulais en parler. Je voulais en parler un petit peu aussi, ouais. Ben voilà. Mais bref, vas-y, excuse-moi, je te laisse. Non, mais... C'était génial. Et l'histoire, en fait, l'histoire est... En fait, ce qui est en décalage complet avec ce qu'on vient de parler, c'est que dans Dino Rider, on est que sur du classique. Vraiment classique de classique. Donc l'histoire, c'est deux peuples qui sont en guerre, donc les Valorians contre les Roulants. Donc les Valorians sont des... Valoriens, pardon. Valoriens sont des humains, typiquement, qui sont en guerre contre les Rulons, qui sont des animaux humanoïdes. Et lors d'une bataille entre les deux, un problème mécanique avec leur réacteur spatio-temporel, ils sont téléportés dans le passé, à l'époque préhistorique, ou jurassique même, sur Terre. Ouais, désolé aux historiens. Hein. Moi, j'y connais rien. Alors, je sais ce que c'est qu'un diplodocus, mais préhistoire, mais c'est pareil. Bon, désolé, je suis désolé. Et du coup, ils continuent leur petite guéguerre sur la planète Terre, et pour cela, ils décident d'utiliser les dinosaures comme leur moyen de transport et leur moyen de combat. C'est tellement naze. Donc, les Valoriens ont des pouvoirs télépathiques psychiques et donc font des dinosaures leurs amis. C'est pas une technologie parce qu'ils appuient sur un truc sur leur plexus. Oui, ils ont une espèce, j'ai pas compris si vraiment c'est leur médaillon qui fait ou si c'est juste ça permet d'amplifier peut-être leur pouvoir. Mais en soi, ouais, ils ont une espèce de médaillon qui leur permet de communiquer en fait avec les dinosaures. Et donc ils les équipent de lance-missiles, canons laser, etc. Et les Rulons font la même chose, mais sauf que eux n'ont pas de pouvoir. Ils leur mettent un équipement qui les permet de contrôler les dinosaures. Et ce qui est marrant, évidemment, c'est que les dinosaures des Rulons ont l'air tous agressifs et méchants. Et les dinosaures des Valoriens, ils ont l'air tout gentils et tout mignons. Et donc, ils décident de continuer leur guerre avec les dinosaures. Donc, là, pour le coup, les dinosaures sont les véhicules ouais. des personnages. En fait, c'est ça le truc. C'est que cette série, quand tu dis classique, je peux pas trouver un meilleur terme. Tu prends un dinosaure. Tu prends un Triceratops. Il a 3 cornes. Qu'est-ce que tu fais avec un animal qui a 3 cornes, qui est visiblement un tank, tu vois, alors qu'il marche, qui court pas vite, qui marche plus qu'il court, mais qui visiblement a une espèce d'armature naturelle qui permettrait de briser à peu près tout et n'importe quoi. En principe, tu te poses la question. Là, non, en fait, c'est juste un truc qui marche. L'important, c'est les missiles qu'on a mis sur lui. Et en fait, tout le dessin animé, c'est ça.
C'est-à-dire, tu vas avoir des spécificités de tel ou tel dinosaure, et tu pourrais faire la même chose à notre époque, tu vois, avec un animal. Tu vas prendre un tigre, ou par exemple un guépard. Le guépard, il court très très vite. Mais en fait, tu vas dire, mais en fait, on s'en fout qu'il court très très vite, on va le mettre sur des roues. Parce que nous, nos personnages, ils vont sur des roues, tu vois, et c'est vraiment ça. Je pense que, enfin, j'arrive pas à trouver l'info, mais je pense que Dino Rider, c'est tout sauf créatif. C'est une commande. Si, d'ailleurs, en fait, quand je t'ai dit j'arrive pas à trouver l'info, non, c'est juste une gamme de jouets. Oui, c'est exactement ça. C'est juste une gamme de jouets. Oui, mais en fait, là où je veux en venir, c'est qu'on a déjà traité de dessins animés avec des gammes de jouets où quand même les mecs essayaient. Et oui, bah, on peut rappeler de Mighty Max, c'est exactement ça. Ouais, exactement. C'est Mighty Max où on se rend compte qu'ils ont quand même fait un effort pour le dessin animé. Ils se sont dit, oui, on veut vendre des jouets, mais on va quand même raconter quelque chose. Ouais, on va quand même, voilà, avoir un dessin animé qui vaut la peine. Là, pour Dino Rider, c'est vraiment dans le but. Bah, je rends ma copie, quoi. Mais vraiment, j'ai eu cette impression de, bah là, oui, de dernier de la classe, mais au sens littéral. C'est vraiment, je suis au fond de la classe, bon, je veux pas faire de vagues, je rends ma copie, voilà, mets-moi ma moyenne, et c'est bien, en fait. Parce que, je répète, c'est pas nul. C'est sincèrement pas nul. Mais par contre, c'est tout lisse. C'est vraiment le truc le plus lisse possible. Bah, du coup, c'est pas très intéressant quand tu sors d'un Cadillac et Dinosaure. Ah, clairement. J'ai fait l'erreur, justement, de le regarder après. Et je pense que j'aurais regardé avant, j'aurais certainement été un peu moins déçu. Ouais. Mais en le regardant après, c'est dur un peu, parce que ça attire des lasers à tout va, mais c'est comme d'habitude, ça tire tout autour et ça fait oui, c'est ça. Les méchants n'ont pas, enfin, je trouve que le commandant des méchants n'a vraiment pas de charisme. Donc, pour rappel, ce sont des animaux humanoïdes. Le chef qui est, je crois en plus, genre, c'est un empereur ou un truc comme ça. C'est un crapaud. Le mec ne fait pas peur du tout. Il a aucun charisme. Ouais, mais là, pour moi, il est très fat. Même ses subordonnés ont plus de charisme que lui, quoi. Ah, c'est des espèces de cobras. Il y a les cobras, il y a la fourmi, il y a le requin marteau. Enfin, en termes de chara-design, ils sont beaucoup plus impressionnants que lui. Ils sont plus intéressants. Bah, en fait, c'est compliqué parce que là, on peut pas... Enfin, j'estime qu'on peut pas être objectif avec Dino Rider. Là, je pense qu'il faut prendre du recul. Parce que, justement, on est trop vieux. Là, c'est officiel, on est trop vieux pour un Dino Rider. En fait, ça devient compliqué de resituer dans son époque un dessin animé comme ça. Parce que, il a pas marché, hein, qu'on soit clair, 14 épisodes, c'est un échec colossal, tu vois, et c'est pas un échec dû à il était trop bien, comme Cadillac et Dinosaure. Parce que là, c'est vraiment officiel. Cadillac et Dinosaure étaient trop bien, c'est juste que ils ont pas compris les diffuseurs ont juste pas compris ce qu'ils étaient en train de diffuser, quoi. Donc c'est un échec Dino Rider, y a pas de souci là-dessus, mais en vrai, c'est pas si différent, et c'est normal que ça ne soit pas si différent, de plein de productions de cette époque, au final. Ah. C'est juste que ce grain de folie, on va dire, du dinosaure, nous, on s'attendait peut-être à qu'est-ce que vous allez en faire, machin, mais avec notre cerveau de maintenant, en fait, c'est juste que je pense qu'on est déçus parce qu'ils en font rien. C'est peut-être même pas un vrai contexte, au final, d'être à la préhistoire. Enfin, pardon, on va peut-être arrêter de dire la préhistoire. C'est pas forcément un vrai enjeu, en fait, d'être à cette période, en fait, de l'existence. Parce que c'est juste, ils sont là, il y a des dinosaures, quoi, mais c'est pas très intéressant, c'est pas très utile. Après, je t'avouerai que pour essayer de sauver les meubles, j'ai commencé à le regarder un peu comme un nanar. Okay. J'avais un œil un peu, parce que, alors, c'est pour ça que je dis que je peux pas être objectif. Là, c'est un peu compliqué d'être objectif. Mais vraiment, comme je savais que j'y arrivais pas, j'ai dit, en fait, c'est un bon nanar. Et je reviens à ce que tu disais sur le fait d'être télépathiquement connecté aux dinosaures. Alors, c'est un truc très très con de nanar, hein, pour moi. C'est-à-dire qu'ils sont sur un ptérodactyle, ils ont visiblement dompté le ptérodactyle pour pouvoir monter sur ses épaules. Donc tu te dis, ils doivent savoir le piloter, quoi, le diriger comme un cheval. Non. Quand le ptérodactyle y vole, ils lui disent mentalement, donc en touchant leur plexus, descends. Et après tu fais, bon, d'accord, visiblement vous devez communiquer télépathiquement avec les dinosaures. C'est bizarre, mais c'est pas grave. Ils se font attaquer par un T-Rex. Et là je me suis dit, ils vont parler avec le T-Rex. Et en fait ça marche pas quand le dinosaure il est méchant. Après je fais, mais c'est quoi ce manque de budget? Après je fais, mais il y a pas de budget, c'est un dessin animé.
Et là, j'ai commencé à le prendre comme un nanar. J'ai fait, ouais, c'est juste un scénario nanardesque. Et ça m'a fait un petit peu apprécier le truc. Non, mais carrément. Faut le prendre second degré. Mais sinon, c'est trop dur. Bah oui. Mais après, comme on a dit, la grosse différence avec Cadillac et Dinosaur, c'est que là, bon, déjà, il n'y a pas de source matérielle. Donc, il y a déjà pas de base. C'est que des jouets. C'est que les jouets, c'est un dessin animé marketing. Donc, c'est un dessin animé qui est là pour promouvoir les jouets, donc qui ont été créés pour la marque Tico Toys à l'origine et qui ont été rachetés après, je crois, qui ont été repris par Mattel ou un truc comme ça. Et donc, on est sur vraiment sortez-nous des dinosaures avec des canons, comme ça, nous on peut vendre des dinosaures et des canons. Et les jouets étaient géniaux. Alors là, par contre, sur les jouets, je ne peux pas me plaindre. Moi, j'avais les petites figurines, elles étaient géniales. Bon, la carotte, c'était que t'avais la même figurine juste avec une couleur différente. Sur les méchants, c'était ça en fait. Ah, mais je te donnais juste. Donc, t'avais donc dans les espèces il y a le requin marteau, la fourmi, le serpent. Je crois que t'en as 2 ou 3 autres. Et en fait, tu te mettais juste le même personnage, donc la même truc, et tu changeais juste la couleur et c'était genre t'as un autre grade. Donc c'était un peu la carotte, mais bon, ils étaient bien les jouets. T'avais les dinosaures, c'était stylé d'avoir des dinosaures avec des canons. En fait, c'est vrai, le concept en lui-même, il est pas déconnant, c'est juste que... Enfin bref, pardon. Non, mais oui, c'est ça. Donc non, les jouets étaient stylés. Après, par contre, au niveau des jouets, ils avaient vraiment réfléchi à ce qu'ils proposaient. Donc, dans le coffret du jouet, t'avais une petite BD. Oui, c'est vrai. Mais c'est stylé, en fait. Tu vois, sur le jouet, les mecs avaient vraiment mis ce qu'il fallait pour que le jouet se vende. Et ils avaient fait, par contre, pas la même chose sur le dessin animé, malheureusement. Bah, en vrai, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on prenne du recul dessus, parce que, enfin, je répète, je pense que c'est compliqué de se remettre dans le contexte, de revenir en fait en arrière à ce point-là. Tu vois, moi, comme j'ai dit, moi, je connais pas le dessin animé à sa sortie en 89 chez nous, je parle. Non, moi c'est 91, tu vois. 91, je suis tout petit, mais 91, je regarde déjà la télé, quoi. Y a pas de problème. Je pense que c'est compliqué de revenir à ce moment-là, mais si tu regardes bien, tout ce que tu viens de dire, c'est ultra juste. Et je pense que le dessin animé, ça correspond à l'époque, c'est juste l'élément en plus de marketing. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont justement mettre la gomme sur leur gamme de jouets, ce qui est complètement logique. Et derrière, c'est faites-nous un dessin animé en cohérence avec le jouet, mais juste faites-le comme vous savez les faire, quoi. Et le réalisateur de Dino Rider, c'est Ray Lee. Ray Lee, il réalise Transformers, Sabo, G.I. Joe. Et bon, il a quand même fait de la supervision sur Robocop, mais en fait, ça ressemble à ça. Et d'ailleurs, le dessin animé Dino Rider, alors Ray Lee, il a pas bossé sur Mask techniquement, mais ça ressemble à Mask. En fait, c'est vraiment, il faut que vous imaginiez que les véhicules de Mask ont été troqués pour des dinosaures, mais après c'est pareil, c'est vraiment tout pareil, il y a vraiment aucune diff, quoi. Donc, faites le truc de la manière la plus classique. Moi, je répète. Transformers, je trouve ça horrible, le dessin animé. Mask, étrangement, alors que je trouve que c'est exactement pareil que Transformers, je préfère un peu plus, je trouve un peu plus fun à regarder, mais c'est de ce niveau-là, quoi, d'écriture. C'est comme t'as dit, c'est des... Voilà, on est sur un niveau où, juste avant, on parlait d'un dessin animé où le personnage féminin, c'était l'antagoniste, avec une vraie relation avec le protagoniste, avec des vrais enjeux, avec même des vrais dialogues, et des fois des dialogues vraiment menaçants. Là, avec Dino Rider, le méchant, quand il expose son plan, après il rigole. Tu vois, c'est pas du tout le même niveau. Où tu vois, il se débarrasse des méchants juste en les sortant d'une trappe, en les entombant dans une trappe. Tu vois, tu fais, ouais, vraiment. Non, mais moi, c'est quand il a rigolé, j'ai fait, d'accord, c'est ce dessin. C'est ce niveau-là. Non, mais au moins c'était clair, quoi. Tu sais, il a fait, ouais, je vais tuer tout le monde. Et j'ai fait, d'accord. Ok, je sais de quoi on parle. Il y a pas de problème. Mais il y a aussi, je crois qu'il est, est-ce qu'il est scénariste ou, ouais, je crois qu'il est scénariste dessus, Paul Kirchner. Potentiellement, ça me parle. Et qui fait, pareil, He-Man, donc Musclor, Thundercat, G.I. Joe, Power Ranger. Donc, il fait les comics de tous ces trucs-là. Donc, et c'est lui qui fait tout le design, en fait, pour Dino Rider, pour les jouets, en fait.
Donc il fait les jouets, on lui dit bah viens aussi sur la série parce que comme tu as fait les designs du jouet, bah, c'est bien que tu sois aussi là pour la série. Mais par contre, au niveau de l'animation, c'est un gros nom quand même. Je sais même plus qui l'a fait. Mais c'est Acom. Ah oui, c'est Acom qui est dessus. Mais voilà, c'est Acom et c'est le bon Acom. C'est le Acom américain en fait. C'est pas le Acom français. Il n'y a pas de Acom français, pardon. C'est juste que quand c'est un dessin animé français, moi c'est mon point de vue, quand c'est un dessin animé français, j'ai l'impression que les producteurs français intiment l'ordre à Acom de suranimer. Parce que comme si dans notre esprit de français, si ça bouge pas à l'écran, c'est que c'est pas assez animé, que ça fait cheap. Mais là, c'est le bon Acom. C'est-à-dire que c'est efficace, ça fonctionne, c'est très bien. Donc oui, et je crois qu'il est tout seul d'ailleurs Acom dessus. Hein. Il n'y a pas d'autres... Ouais, je crois pas qu'il y avait d'autres. Non, mais dans l'ensemble, en fait, c'est pas mauvais, mais c'est pas au niveau, largement pas au niveau de ce qu'on a pour Cadillac et Dinosaure. Alors, moi, j'aimerais juste, parce que on va peut-être citer les productions dont on n'a pas parlé dans une seconde. D'ailleurs, il y en a deux qui sont faites par Dick et donc par Jean Chalopin, parce qu'il faut toujours revenir à Monsieur Chalopin. Ouais. Mais justement, finir par Dino Rider, ça me permet de dire quelque chose que je trouve important de dire, et donc de le dire maintenant et de finir quand même sur une note un peu plus positive pour terminer ce podcast. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi j'estime qu'on commence à peut-être à manquer d'honnêteté intellectuelle, le fait de ne pas dire explicitement que ces productions sont mauvaises. Il faut bien comprendre que notre objectif n'est pas de réhabiliter ces dessins animés, c'est juste que ces dessins animés font partie de nos vies, ça fait partie de notre jeunesse, et nous on les assume. On n'est pas en train de les critiquer, on veut pas les incendier, c'est très important. Moi je trouve que c'est important en fait de pas cracher dans la soupe. C'est quand même des trucs qui ont nourri notre imaginaire, même si c'est pas forcément des productions incroyables. Mais la majorité, et je pense à peut-être à 2 ou 3 exceptions max dans les derniers de la classe, on ne traite que de dessins animés, que de productions qui ont des mauvaises intentions. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment abusé, quoi. Faut vraiment le dire par honnêteté intellectuelle. Dino Rider, il fait partie de ça, quoi. Faites-nous une pub. De toute façon, c'était le système économique, mais faites-nous une pub pour vendre nos jouets. Et donc, peu importe si les enfants ils mangent de la merde, c'est pas très important, quoi. Et tu vois, on va avoir Freakazoid qui était une vraie démarche artistique. Freakazoid, il était pas là pour baquer quoi que ce soit, il avait un objectif. Je pense que d'une certaine manière, les singes de l'espace fait partie, selon moi, hein, des dessins animés avec une vraie valeur artistique. Et là, clairement, Cadillac et Dinosaure aussi, tu vois, mais pour moi, ce sera un top 3. Mais sinon, c'est très très faible. Mais vraiment, c'est très très faible. Nous, on veut en parler parce que il y a un côté, bon bah ça existe, c'est sympa, et puis comme on l'a déjà dit hein, dans un autre épisode, et on continue de le dire, mais vous n'êtes pas à l'abri d'une pépite. Même si quelque chose a de mauvaises intentions, de base, c'est quand même fait par des gens, la plupart du temps, qui sont des créateurs, ouais. qui ont des vraies volontés en fait de mise en scène ou de raconter quelque chose. Je répète ce que t'as dit, Mighty Max, tu vois, c'est une vraie mauvaise intention, Mighty Max. Mais pourtant, c'est pas un mauvais dessin animé. Ouais. Donc vous n'êtes pas à l'abri d'une pépite, et nous, ça nous fait plaisir de parler de ça. Mais il faut garder en tête que vraiment, ces productions, si elles sortaient maintenant, mais ce serait une honte en fait. Moralement, ce serait une vraie honte. Donc de faire ce genre de truc, quoi. Mais voilà, et du coup, c'était quand même pour moi assez important de parler justement de Dino Rider parce que c'était une manière de dire on vous présente le pire et le meilleur. Ouais. Et il y a d'autres productions qui sont entre les deux. Mais attention, encore une fois, c'est notre point de vue. Oh oui, bien sûr. Parce que on a eu des retours sur typiquement les samouraïs de l'Éternel, où les gens nous ont dit mais c'est magnifique, moi j'ai adoré, c'est un dessin animé que je regarde, ou les samouraïs Pizza Cat, où ils nous ont dit mais moi je kiffe, j'ai toute la collection, j'ai la collection de DVD chez moi. Ça compte pas, ces japonais. Ils sont en dehors. Moi, c'est vrai, c'est quasiment un épisode spécial, l'épisode que t'as voulu faire, l'épisode Japon. Parce que oui, c'est des derniers de la classe, mais c'est des derniers de la classe japonais. C'est-à-dire que ça reste quand même fort. Donc voilà, donc après, ça reste quand même notre point de vue. Bon, sur le fond, que ce soit on sait que c'est des produits marketing qui n'ont pas forcément été faits dans la démarche artistique, mais ça n'empêche que ça peut être apprécié. Comme on l'a dit, ça peut être des pépites, et vous allez peut-être adorer. Nous, on vous donne notre point de vue avec le avant et le maintenant en ayant grandi. C'est ça.
Je voudrais faire quelques petites mentions spéciales, hein, parce qu'on a dit qu'il y a eu beaucoup de productions. Et je pense que la mention spéciale que je vais faire, il y en a d'autres encore, hein, enfin les deux que je vais faire, et typiquement c'est les aventures de T-Rex. Et les aventures de T-Rex, ce qui est assez marrant, c'est que là on se retrouve dans deux concepts. Donc le premier concept c'est les dinosaures, mais dans le deuxième concept qui est, on fait des personnages humanoïdes à la Tortue Ninja. C'est complètement les Tortues Ninja. C'est complètement ça. Et donc c'est sorti en 92-93, hein, donc les années correspondent, en syndication, une production japonaise-US. Et attention. Alors attention, donc les aventures de T-Rex en français, The Adventures of T-Rex en anglais, et T-Rekusu en japonais. Pardon, je te... Je sais pas. C'était très mal prononcé. Mais c'est l'idée. C'était complètement l'idée. Et attention, parce que quand même, c'est une saison, mais c'est 52 épisodes. Ouais, grave. Donc, ça a quand même un truc. Et pour le concept, en fait, c'est 5 dinosaures. Je ne sais pas si ce sont vraiment des T-Rex, parce que pour le coup, là, on a vraiment n'importe quoi hein, au niveau du chara-design, qui en fait ont des pouvoirs particuliers. Donc, chacun a un pouvoir lié à une partie de son corps, qui ont un peu dans le même principe que les tortues, une couleur différente qui correspond. Et la journée sont des chanteurs de cabaret. Oui. Et bizarre. Le soir deviennent des super-héros en armure et combattent le crime. Moi, je me rappelais, je t'avais envoyé des images de ça. Moi, je me rappelais, je trouvais ça ouais, c'était très bête. Hein. Mais d'ailleurs, c'est CED qui fait ça. Donc, il y a encore du Jean Chalopin là-dedans. Oui, exactement. Créative et développement. Donc, c'est, ouais, tu l'as dit, c'était Franco. Non, ce qui est marrant, c'est que c'est japonais US, ouais. mais Jean Chalopin fait partie des créateurs. Il fait partie c'est ça. Il a participé au développement du dessin animé. Mais il était sur les bons coups, hein, Jean Chalopin, même en termes de dinosaures, puisque il fait Extreme Dinosaur. Extreme Dinosaur, c'est une gamme de jouets Mattel à la base. Donc pareil, c'est des mauvaises intentions, hein, on va pas mentir là-dessus. C'est une création Dick. Mais d'ailleurs, Extreme Dinosaur, il y en a un aussi qui je sais pas si je le confonds toujours parce qu'il y en a deux qui se ressemblent énormément. Il y en a un qui est un spin-off tiré des Biker Mice ou de Street Shark, je me rappelle plus. Oh putain, t'as raison. Ah, je sais plus. T'as complètement raison. Il y a effectivement un spin-off dinosaure d'une de ces deux séries, et je suis comme toi, je sais pas lequel. Et puis le dernier, hein, on l'a un peu mentionné, mais Dinosaure qui est là par contre une série, hein, c'était, moi j'adore parce que c'était un peu une version de Marie et deux enfants. Version Dinosaure, c'est juste hilarant. Enfin, dans mes souvenirs, hein, peut-être, je l'ai pas revu récemment, mais c'était hilarant à l'époque. Et du coup, ça m'a donné envie de le regarder. Ouais, c'est ça. Tout sort à peu près à la même période. Hein. C'est 91 aussi. Hein, je crois. Ouais, 91 Dinosaure. Et oui, mais c'est complètement ça. C'est Al Bundy, si Al Bundy était à la préhistoire. Mais en même temps, il y a un peu des Flintstones dedans. Mais c'est pas un dessin animé. Faut le préciser, hein, c'est pas un dessin animé. C'est avec des acteurs en costume. Ouais. Et je pense que en vrai de vrai, moi je te crois pas, je pense que t'es un mytho, je pense que c'est pas que t'aimes et que tu te rappelles juste du bébé. Comme tout le monde. Il était hilarant. Oui, mais je dis pas le contraire. Mais en vrai, tu te rappelles d'aucun épisode, mais tu te rappelles de ce bébé qui était fou, et c'est vrai que c'était rigolo. Mais j'ai pas de vrais souvenirs de ça. En fait, j'ai des souvenirs de l'avoir regardé, mais vraiment tout le temps. Par contre, vraiment tout le temps. Mais comme si mon âme se faisait aspirer par la télé, tu vois. Genre, qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est trop chelou. C'est des gens en costume qui ont une vie de famille, genre, mais parce que ça passait en même temps quasiment, enfin, c'est diffusé, je parle, hein, ouais. Que Al Bundy. Et du coup, t'as Al Bundy d'un côté, t'as des dinosaures de l'autre, et c'est censé être les mêmes gens, tu vois, presque. Pour moi, c'était incompatible. C'est trop chelou d'avoir un mec comme ça qui sort du taf avec une chemise, qui a des problèmes avec sa femme, qui a des enfants qui lui font péter des plombs.
Enfin, je trouvais ça trop chelou. Mais je me rappelais du bébé, parce que le bébé est effectivement, je pense que c'est la pièce maîtresse de cette série. Non, en tout cas, pour dire que les dinosaures, c'était cool. Ça reste cool quand c'est bien fait. Et ça a été cool, ouais, comme j'ai dit, jusqu'à très longtemps. Et bah oui, de toute façon, on a cité Denver le dernier dinosaure, mais bah, je pense que Denver le dernier dinosaure, c'est celui qui a le mieux survécu, quoi. Ouais. 88, on continue de chanter son générique. Parce qu'en fait, aussi d'une certaine manière, Denver, c'est mon ami et bien plus encore. Parce qu'il vient d'un monde jamais vu. Encore. Sur ces bonnes paroles. À très bientôt. À très bientôt. Bah, c'était l'épisode 7. On se retrouve à... bah oui, puisqu'on a commencé en début d'année, donc épisode 7. Bonnes vacances à tous. Si vous écoutez ce podcast en octobre, tant pis. Bonnes vacances quand même. Profitez de la route pour l'écouter. Quand vous allez rouler hors de Paris ou hors de chez vous. Si vous arrivez à sortir de Paris, bon JO à tous. Le truc anachronique. Ah non, ne nous écoutez pas en 2025, ça n'aura plus aucun intérêt. C'est maintenant que jamais, les mecs. Nous, on se dit dans un mois, du coup, pour l'épisode 8. Et on va essayer de trouver aussi des pépites aussi incroyables, hein, parce que là, pour moi, coup sur coup, trouver des derniers de la classe avec si peu d'épisodes où vraiment c'est effectif que c'est des derniers de la classe et c'est incontestable, moi ça m'amuse un peu de les revoir ceux-là quand même. Hein. Ouais. À très bientôt, Wes. Très bientôt, Toki. Et merci encore. Ciao tout le monde. Merci, ciao.